13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez à 13h32 sur Europe 1, restez bien avec nous jusqu'à 14h. On décrypte l'actualité et on va revenir évidemment sur ce qui se passe du côté des agriculteurs. La FNSEA, on vient d'en parler, lance aujourd'hui un nouveau round de mobilisation pour dénoncer cette fois les excès de normes. Une FNSEA qui a changé de méthode, on peut le dire, en quelques mois. Alors en début d'année, le premier syndicat agricole appelait à des blocages et à des actions coup de poing un peu partout en France. Et cette fois, on le voit, les mobilisations sont bien plus timides. Pourquoi ? Eh bien, les explications de Margot Faudéré. Même si le sujet est évité par les porte-paroles de la FNSEA, les élections professionnelles arrivent à grands pas. En janvier, les agriculteurs éliront leurs représentants aux chambres d'agriculture. Et la FNSEA doit montrer qu'elle défend les exploitants pour ne pas manquer le coche, explique Alexandre Becca, chercheur au CIRAD, le centre de recherche agronomique. C'est des élections qui déterminent aussi les financements et des leviers de pouvoir sur les politiques agricoles. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, leur score diminue quand même tendanciellement sur les dernières élections. Un enjeu, ça va être de voir s'ils passent en dessous des 50%. Problème pour la FNSEA, sa taille, le syndicat est majoritaire et représente donc des exploitants au profil très varié. Il faut alors parfois se livrer à un numéro d'équilibriste, comme sur l'accord du Mercosur. En interne, les intérêts peuvent diverger, reconnaît le secrétaire général de la FNSEA, Hervé Lapie. Nos collègues des vins et spiritueux, ils ont besoin d'exporter, mais les champenois ont très bien compris, on ne pouvait pas brader le secteur du bovin en contrepartie. La FNSEA semble aussi payer des années de participation à l'élaboration de la politique agricole, politique dénoncée par exemple par la coordination rurale. Le deuxième syndicat a donc choisi de multiplier les blocages un peu partout en France et cela pourrait bien s'avérer payant dans les urnes. Alors, les explications de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1, Paul Melun. C'est très intéressant parce que en fait, si vous voulez, c'est l'explication des positionnements de chaque syndicat agricole. La FNSEA, traditionnellement, c'est un syndicat réformiste. C'est un peu comme la CFDT, pour redonner un exemple, chez les travailleurs ordinaires, chez les cheminots, chez les professionnels. Et co-gère les affaires agricoles depuis des années. La Et c'est FNSEA le plus puissant aussi. C'est aussi le plus puissant, précisément. Et la FNSEA a toujours eu les clés aussi du ministère de l'Agriculture et des ministres de l'Agriculture successifs. Absolument. C'est des syndicats qui sont souvent de bonne composition. Et là, ils sont remis en cause. C'est ce que montre très bien votre sujet d'ailleurs. Ils sont remis en cause par la coordination rurale. Bon, de façon plus petite, il y a aussi la Confédération paysanne qui est très opposée à la FNSEA. Et les jeunes agriculteurs qui, eux, sont plus près. Les jeunes agriculteurs, eux, ils sont assez ambigus parce que traditionnellement, ils étaient proches de la FNSEA. Et maintenant, ils demandent souvent des actions beaucoup plus rudes que la FNSEA. Il est souvent reproché à la FNSEA d'être trop timoré, trop proche du pouvoir et trop proche des gros industriels et des gros agriculteurs. Quelqu'un qui a une toute petite exploitation, est-il aujourd'hui encore bien représenté par Monsieur Rousseau, qui a une exploitation gigantesque ? Est-ce que vraiment c'est les mêmes intérêts qui guident un petit exploitant qui a 2 hectares en maraîchage et un exploitant qui a 90 hectares de céréales? C'est pas du tout le même métier. Et est-ce que cette concurrence entre ces deux syndicats, enfin ces deux courants qu'on vient d'expliquer Margot Faudéré, ça ne va pas nuire finalement je sais pas, on est aux ambitions en réalité, on est en pleine bataille professionnelle. Car effectivement, les élections sont en février. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux élections de février, la coordination rurale avait, je crois, 3 ou 4 situations de force dans les départements, notamment du Sud-Ouest, à vérifier. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que la coordination rurale, vous avez vu les bonnets, la couleur des bonnets, gilets, ça rappelle bonnet évidemment jaune. Les gilets jaunes, bonnet jaune. Bien évidemment, il y a une surenchère qui fait que le Mercosur passe un petit peu. Je ne dire pas que ce n'est qu'un prétexte, c'est qu'une menace virtuelle, le Mercosur. Mais en même temps, quand je lis dans le Figaro de ce matin la tribune de la ministre de l'Agriculture et de sa collègue du Commerce extérieur, écoutez, franchement, que font les autres pays européens qui ont l'air d'accepter plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moins, pas tous. Pas tous, mais beaucoup, une immense majorité, ce traité, alors que, quand on lit, encore une fois, la ministre de l'Agriculture, tout est mauvais dans le Mercosur, il y a que de la concurrence déloyale, il y a que l'utilisation de produits qui ne sont pas acceptés en France, ce qui est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bon, on peut peut-être quand même... On peut peut-être quand même réfléchir à la question de Mais c'est d'ailleurs l'enjeu des manifestations du jour au Parlement, c'est les excès de normes. C'est ce qui. On est d'accord. C'est le cœur du. On est d'accord. Dire trop de gens, mais que Attal n'ait pas su tenir les promesses qu'il a faites lui-même aux agriculteurs, tout à fait d'accord. Je parle du Mercosur. Je trouve que le gouvernement met un peu la pédale forte sur le Mercosur et ses inconvénients, ou alors
que l'Europe prenne conscience qu'un seul pays, la France, et deux peut-être avec l'Italie, est capable de dire non à ce traité infâme, ou que les autres pays sont des pays qui sont par essence collaborationnistes, il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même. On va juste ne nous demande pas de faire l'Europe avec ça. On va juste écouter Arnaud Rousseau, justement, le président de la FNSEA. Il était sur France 2 ce matin et il a marqué sa différence avec la coordination rurale. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est nous, on a un message très clair sur pas d'atteinte aux biens et aux personnes, parce qu'on considère que pour atteindre les objectifs aujourd'hui, casser, brûler, menacer, ça n'est pas une solution. La limite, c'est quand vous commencez à détruire des biens, qu'ils soient publics ou privés, ou menacer des gens. Ça, c'est une limite qui, de notre point de vue, ne doit pas être franchie. Voilà, mener à bien le projet, sans casser, sans brûler, sans détruire. Il est patron d'un syndicat, il va pas appeler à la violence, il a raison. Oui, il a raison. Par contre, sur les fractures qu'il y a au sein de la FNSEA et au sein des agriculteurs, moi, je pense que la ministre de l'Agriculture a bien raison de s'opposer au Mercosur, cher Jean-Claude. Je pense que le Mercosur, c'est une menace pour nos agriculteurs. Je crois pas. C'est une menace pour les éleveurs bovins. Et c'est surtout un accord qui, effectivement, vous disiez, certains pays européens s'en accommodent fort bien. Effectivement, à commencer par l'Allemagne, qui va échanger ses voitures, ses Volkswagen, qu'elle va envoyer à l'autre. Oui, parce qu'il y a le volet agricole, mais il y a d'autres volets dans ce Mercosur. Il n'y a pas que l'agriculture. Son petit nom à cet accord, c'est l'accord vache contre voiture. Est-ce que vraiment au XXIe siècle, on a besoin d'un accord qui échange des vaches contre des voitures, qui fait croiser des bateaux dans toutes les mers du monde? Accessoirement, on nous parle d'écologie. Il n'y a pas plus anti-écologique que ça. Ça va augmenter la déforestation en Amazonie. Et en plus, ça va appauvrir nos agriculteurs. Il y a beaucoup d'activités en Europe. Franchement, Jean-Claude, n'allons pas défendre ce Mercosur. Il y a beaucoup d'activités françaises qui vont se féliciter de la signature de cet accord qui va intervenir. Ne vous y trompez pas. Mais là où je suis d'accord que ma position soit bien claire et comprise, c'est que c'est vrai qu'il y a des normes, qu'il y a des surtranspositions françaises. Merci, Monsieur Macron, qui naissent à Bruxelles et qui en France sont multipliées par 2 ou par 3 et que ça ne peut pas continuer. Le quotidien des agriculteurs. De la même façon, on ne peut pas. C'est vrai qu'il est difficile d'accepter qu'un certain nombre de produits qui soient des antiseptiques, qui soient dans le cul des vaches et qu'on nous expédie de la vache pas chère, alors que en France, on est absolument. On doit obéir à des règlements qui sont extrêmement contraignants, extrêmement sévères, et que là, il y a une injustice sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. En même temps, sur la viande, c'est 100 000 tonnes par an en France. C'est pas beaucoup. Et ce vote symbolique cet après-midi à l'Assemblée nationale autour de ce Mercosur, alors ça reste symbolique, ça n'a aucune incidence évidemment sur la ratification du traité. Et tout le monde va être d'accord finalement, sans doute. Il y a un consensus de toute la classe politique. D'ailleurs, on pourrait dire aussi un consensus d'une majorité de Français contre cet accord de libre-échange. Pourquoi ? Parce que les Français, je pense, ont saisi l'importance de la souveraineté agricole française et préfèrent acheter, par exemple, du bon bœuf qui nous vient de l'Aubrac en Aveyron ou de la Blonde d'Aquitaine, plutôt que d'acheter leur bœuf bourré d'antibiotiques ou d'hormones à l'autre bout du monde. Ça n'a aucun sens. Paul, je vais vous citer 2 chiffres quand même. Les fruits, 70% des fruits que nous mangeons en France sont importés. Et c'est une bonne chose. Non mais attendez, c'est comme ça. Mais non, on ne peut pas dire que c'est comme ça, Jean-Claude Dacier. On peut pas se résigner. Vous voulez, non plus. Mais ne faites pas l'Europe alors. Oui. Vous êtes anti-européen et j'ai pas fini le 2e chiffre. 20% de notre consommation agroalimentaire, tous les produits, 20% importés. Mais c'est le monde de demain. Jean-Claude, il y a 20 ans, on importait beaucoup moins. Aujourd'hui, on importe de la volaille. On n'a jamais importé autant de volaille, jamais importé autant de bœuf. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on fait venir de la volaille pas chère, qui est fabriquée en Ukraine ou dans les pays de l'Est, de la volaille de mauvaise qualité, alors que nous avons des éleveurs de poulets de l'Ouest, etc., qui font du poulet de très bonne qualité. C'est un vrai sujet et on va continuer bien sûr à en parler toute la journée sur Europe 1, notamment ce soir avec Pierre de Villeneuve. Gardez-en un peu sur la chaussette. Le nationalisme a encore de beaux jours devant lui. Le patriotisme. Dans quelques instants, on va parler encore de ce gouvernement qui se fracture, ça craque de tous les côtés avec un bras de fer aujourd'hui entre Gabriel Attal et Michel Barnier autour de la baisse des exonérations de cotisations patronales. Ça fait parler, à tout de suite. Et vous écoutez Céline Giraud, il est 13h41 sur Europe 1.